une idée, c'est toujours chouette, mais ça vaut rien tant que c'est pas testé. Sans feedback, ça vaut rien. Et donc nous, petit à petit, on a été super flexible et on n'est pas resté sur notre positionnement de départ. Et on s'est pas dit, on est les rois du monde, on a la meilleure idée avec notre plateforme pour les allergiques. Non, on a vraiment écouté nos clients et on s'est ouvert des portes et on a surtout essayé de répondre à toutes les questions, à tous les problèmes en fait qui étaient posés pour nos clients. C'est parti. Merci Emna d'avoir accepté cette invitation. On est dans ce podcast pour parler de Casidomi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup, ce que fait ton commerce? Oui. Alors Casidomi a été créé il y a maintenant un peu plus d'1 an et c'est un site e-commerce qui propose des produits alimentaires et non alimentaires, tous sélectionnés par des médecins. Et tous ces produits sont 20 à 50% moins chers qu'ailleurs grâce à un système d'abonnement. Ok. Et c'est des produits de quel type? Alors on a autant au niveau alimentaire, on a autant tout ce qui est produits de petit déjeuner, pâtes, boissons, etc. Uniquement produits secs. Et puis après dans les autres gammes, on a des produits cosmétiques, des produits d'entretien, des compléments alimentaires et tout ça toujours dans une idée vraiment de produits sains et naturels. Ok. Et du coup, quelle est la grosse valeur ajoutée par rapport au fait de devoir aller en magasin pour acheter ça? C'est le prix qui est moins élevé, j'imagine. Alors il y a plusieurs valeurs ajoutées. Je pense que la première valeur ajoutée en effet c'est le prix qui est moins élevé. Donc, et il y a énormément de personnes qui veulent s'alimenter plus sainement, qui veulent faire leurs courses en magasin bio, etc. mais qui ne peuvent juste pas se le permettre parce que les prix sont plus élevés. Et donc nous on a vraiment, grâce à ce système d'abonnement, permis à des gens qui ne pouvaient juste pas se le permettre d'avoir accès à une alimentation saine et à des produits naturels. Donc le prix est clairement un de nos points forts. Après, il y a l'aspect e-commerce qui est assez important et qui permet aux personnes de ne pas perdre de temps et d'aller en supermarché, de devoir parfois porter des courses qui sont lourdes. On a pas mal de personnes âgées qui font leurs achats sur Casidomi et elles se font livrer à domicile ou en point poste, pas très loin. Et alors le dernier avantage, c'est qui n'est pas des moindres, c'est que tous les produits sont sélectionnés à la base par des médecins. Donc on a énormément de médecins en Belgique qui recommandent le site à leurs patients parce que comme les produits sont présélectionnés, les médecins ont confiance aux produits disponibles sur Casidomi et on travaille en collaboration avec eux, donc on rajoute des produits qui ne se retrouvent juste pas facilement en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Donc voilà. Et du coup, comment est-ce que ça se fait que comme je suis abonné, je vais payer moins cher? Alors en fait, tu payes 100 € pour devenir membre Casidomi. Et ces 100 €, cet abonnement est valable pendant une durée d'1 an. Et une fois que tu as payé ces 100 €, tu as cet abonnement qui te donne des réductions de 20 à 50% sur tous les produits. D'accord, ok. Donc ça se passe au niveau des fournisseurs, ceux qui achètent via Casidomi ont accès aux produits. Enfin, t'as une réduction avec tes fournisseurs, quoi. J'ai juste du mal à comprendre comment c'est que je paye 100 €. On est revendeur, donc on produit aucun produit, on achète des produits auprès de fournisseurs. D'accord, ok, je vois. On revend après. Et donc nous, on diminue juste la marge en fait qu'on prend sur les produits. Et en fait, nous, on fait de l'argent sur l'abonnement, sur ces 100 €. Et plus alors sur la vente des produits. Ok, d'accord, ok, super. Donc, et alors, l'autre chose qu'on a mis en place aussi, c'est la possibilité pour les abonnés de vraiment traquer leurs économies. Et donc, quelqu'un qui voit qu'il n'a pas encore rentabilisé son abonnement, il a accès aux chiffres. Et donc, il peut se dire, il faut que je continue à commander ou prendre une autre initiative. Et alors, on a fait la promesse aussi à nos clients de rembourser la différence si l'abonnement n'est pas rentabilisé. En termes en produits en fait. Ah ouais, c'est top. Et l'idée t'est venue comment? Alors, ça a été le fruit d'une assez longue histoire et d'une assez longue phase de test parce que Casidomi, il y a 1 an et demi, en fait, j'avais une idée de créer un site e-commerce pour les personnes avec des régimes spécifiques. Sauf que les personnes avec des régimes spécifiques, non seulement elles n'ont pas envie d'être associées à ce mot régime spécifique qui fait très médical et personne à problème. Et puis en plus de ça, c'est un public cible qui est très restreint.
Et donc on s'est très vite rendu compte que on limitait vraiment notre cible alors qu'on avait des produits qui étaient consommables par des personnes qui n'avaient pas justement de régime spécifique, etc. Ouais. Donc là, on a arrêté de communiquer en mode quasi demi plateforme pour les régimes spécifiques et on est passé en quasi demi la plateforme healthy, la plateforme pour vos produits sains et bio. Et là, on a gagné énormément de clients en faisant ça. C'est là aussi qu'on a commencé à faire pas mal de partenariats avec des médecins. Et donc, on devenait un petit peu la référence pour les médecins, pour les courses, les courses saines et pour les personnes qui prenaient connaissance de Casidomi via les réseaux sociaux, etc. Mais qui ne considéraient plus Casidomi comme une plateforme pour malades, médicales, etc. Ils disaient, moi aussi, je peux y accéder, moi aussi, je peux consommer là-bas. Voilà. Et puis après, on a fait face en fait à un troisième problème qui était le prix. Il y avait énormément de personnes qui disaient, oui, mais Casidomi, c'est cher, alors qu'on s'alignait sur les prix des magasins bio, mais pour un magasin bio est cher. Voilà, exactement. C'est le premier réflexe pour un étudiant, c'est de dire moi je fais pas mes courses en magasin bio, c'est cher, je préfère aller au Colruyt, etc. Pareil pour pas mal de ménages en fait, faire ses courses entières en magasin bio, c'est cher. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer les prix, pour rendre ça plus accessible aux gens. Et diminuer les prix, on pouvait pas parce que voilà, il y a des clauses de non-concurrence justement avec les autres magasins, etc. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de mettre en place en fait un système d'affiliation pour pouvoir accéder à des réductions. Donc maintenant, si on va sur le site, on voit vraiment les prix avec abonnement et les prix sans abonnement. Et puis si on met des produits dans son panier, si on arrive sur la page de checkout, comme on dit, on voit les économies qu'on pourrait réaliser si on était abonné, etc. Donc il y a vraiment on pousse vraiment les gens à aller vers cet abonnement et il n'y a rien à faire, quelqu'un qui voit... tu dis tu payes moins cher, autant le faire. Exactement. Quoi. Et donc voilà, là on a solutionné en fait le troisième problème que rencontraient nos clients, qui était le problème des prix. Et cette petite histoire en fait pour dire que une idée c'est toujours chouette mais ça vaut rien tant que c'est pas testé, sans feedback ça vaut rien. Et donc nous petit à petit on a été super flexible et on n'est pas resté sur notre positionnement de départ et on s'est pas dit on est les rois du monde, on a la meilleure idée avec notre plateforme pour les allergiques. Non, on a vraiment écouté nos clients et on s'est ouvert des portes et on a surtout essayé de répondre à toutes les questions, à tous les problèmes en fait qui étaient posés pour nos clients. Donc vous avez pivoté quoi. Voilà, exactement. Et tu as fondé ça toute seule ou tu as un partenaire, un collaborateur? Ouais, alors j'étais toute seule à la base, c'était mon projet de mémoire en fait. Donc moi j'ai étudié à Solvay en ingé de gestion. Et en Master 1, je devais rendre mon sujet et je me suis vraiment dit j'ai envie de faire quelque chose d'utile pour mon mémoire parce que on a tous entendu des personnes à gauche à droite dire oh mon mémoire ça m'emmerde, tu dois bosser je sais plus tellement quoi de temps dessus, j'aurais jamais dû choisir ce sujet, etc. Et moi je me suis dit j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie de faire quelque chose d'utile et j'avais envie de me lancer donc c'était vraiment un but, c'était une fin pour moi d'arriver à lancer ma boîte à la sortie de mes études. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à au final, le jour de mon mémoire, montrer un site qui fonctionnait et sur lequel mon promoteur avait déjà passé commande. Donc j'avais t'es venu avec un vrai produit à la fin quoi. Je suis venue avec un vrai produit, même s'il n'était pas encore connu vraiment du grand public. Il fonctionnait quoi. C'était un prototype assez évolué quoi. Et donc voilà, j'ai été seule pour au début, puis j'ai eu pas mal de soutien après autour de moi, que ce soit ma famille, mes proches, mes amis, etc. Et il y a également en fait mon petit ami qui m'a rejoint assez rapidement, qui a été plus ou moins forcé de m'aider parce qu'il s'est rendu compte que s'il voulait continuer à passer du temps avec moi, il fallait quand tu lances ta boîte, ça prend tellement de temps. Parce que je bossais dessus jusque tard le soir et à un moment il s'est juste dit bon, je vais me lancer dans l'aventure aussi. Et donc il m'a soutenu pas mal au début et maintenant il est plus présent dans l'histoire, mais il a été clairement une des personnes fondatrices de l'histoire de Casidomi. Et justement, tu parlais de ton entourage, ils t'ont soutenu dès le début quand tu leur as dit je lance ma boîte? Ouais. Alors j'ai vraiment eu de la chance parce que je suis née dans une famille de médecins. Mes parents sont tous les deux médecins, donc c'était un projet. J'allais pas vendre des cigarettes sur internet. Je voulais vendre des produits sains. Et donc le projet les fascinait tous les deux. Et puis à part ça, mes grands-parents
mon grand-père a toujours été entrepreneur, mon oncle est entrepreneur, ma tante est entrepreneuse. Génial, donc ça. je suis née dans un milieu parfait en fait pour créer la société que j'avais envie de créer. Ouais. D'un côté, j'avais tout le support entrepreneurial et de l'autre, j'avais le support plus technique et les contacts médicaux. Ok. Donc oui, ils m'ont soutenu et aidé dès le début. Et j'ai eu une chance énorme parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, le nombre de parents qui disent ah mais non, mais tu lanceras ça plus tard. Il faut d'abord que tu gagnes de l'argent, etc. Gens, Moi, mes parents m'ont vraiment dit mais Fonce, t'as une idée géniale. T'es jeune, t'as rien à perdre maintenant. Donc vas-y quoi. Et du coup, d'après toi, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, ce serait quoi la première étape? Par où quelqu'un qui a une idée, par où il commence? Je pense que ce qu'il doit surtout pas faire, c'est garder son idée pour lui, parce que c'est une erreur qu'énormément d'entrepreneurs font, c'est de dire ah mais moi je vais lancer quelque chose, mais je le dis pas, j'ai peur qu'on pique cette idée. Et moi je suis totalement contre ça parce que justement en se faisant challenger à gauche à droite, c'est là qu'une idée évolue, c'est là qu'on reçoit du feedback, etc. Donc la première chose quand on a une idée, c'est d'en parler à un max de gens, et la probabilité que l'idée soit copiée, elle est proche de zéro. Oui. Donc c'est vraiment d'en parler à un max de gens, d'écouter, d'aller voir, d'en parler autant avec sa famille que ses amis, qu'avec des experts, qu'avec leurs professeurs, etc. Et puis petit à petit, faire un premier prototype. Je pense que je suis pas une fan des études de marché qui se prolongent pendant des mois, etc. Je pense que c'est important d'avoir une idée de la traction du marché. D'avoir les quelques gros chiffres en tête, mais ça sert à rien de passer des mois derrière son bureau. Ouais. Donc je pense qu'il faut très vite sortir et aller faire des interviews à des potentiels fournisseurs, aller faire un premier prototype, le tester avec des clients, récolter du feedback, l'améliorer, remontrer le nouveau prototype, etc. quoi. Donc il y a vraiment un gros process. Moi je pense qu'il faut aller vite. Ouais. Après ça prendra du temps de faire un produit parfait, mais je pense qu'au début il faut vraiment aller vite et pas perdre trop de temps à créer la solution parfaite pour qu'au final il n'y ait pas de demande. Donc confronter son idée très vite au marché, c'est super important parce qu'il y a énormément de projets pour lesquels les entrepreneurs passent des heures et des jours et des mois même, voire des années parfois, à vraiment créer un produit parfait. Ils mettent énormément d'argent, de temps, ils perdent plein de choses à côté, ils renoncent à un salaire aussi parce que bon, voilà, c'est des coûts quand même. Et puis une fois qu'ils mettent leur logiciel ou leur produit ou tout ce que tu veux sur le marché, et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de traction, que personne va sur leur site ou personne télécharge leur app ou personne achète leurs produits. Donc, alors que s'ils avaient créé un premier prototype et qu'ils avaient reçu du feedback dès le départ, ils n'en seraient probablement pas à ce stade. Quoi. Tout ça, tu l'as appris par le biais de l'UNIF ou tu as été chercher l'information toi-même, toute seule de ton côté, dans les livres, dans les formations, sur Internet, etc. Alors je pense que j'ai appris un peu partout, les livres m'ont beaucoup aidé. Moi j'avais Olivier Whitmer comme promoteur de mémoire, tu vois peut-être qui c'est le directeur de Solvay Entrepreneur, qui est lui c'est un entrepreneur très poussé pratique plutôt que théorique. Et donc lui m'a vraiment encouragé à lire certains bouquins tels que de Lean Startup, Business Model Canva, le manuel du créateur de start-up, etc. Enfin, des bouquins un petit peu qui sont, c'est des grosses briques, ça sert à rien de les lire dans le détail, etc. Mais c'est plus une idée à communiquer, quoi. Et donc lui m'a un peu transmis ce message. Le fil conducteur et la manière dont je devais procéder, quoi. Mais donc voilà, après l'UNIF m'a plus donné une rigueur au niveau de mon travail que vraiment, je dirais, la petite étincelle qui a fait que je me suis dit, je vais lancer ma boîte et je vais procéder comme ça. Personne, il n'y a aucun prof qui m'a jamais dit, voilà, le jour où tu veux lancer une boîte, voici les différentes étapes par lesquelles tu dois passer. Non, je pense que le rôle de l'université, c'est plus d'aller enseigner sur des matières précises. Et le jour où j'ai dû lancer ma boîte et que j'ai dû faire mon plan financier, je savais le faire parce que j'avais eu un cours de finance. Le jour où j'ai dû faire une déclaration comptable, pareil, j'avais eu un cours de compta. Le jour où je devais faire une value proposition, un plan de communication, une attribution de budget marketing, j'avais eu mon cours de marketing. Et même si ça, c'est pas toujours, tous ces cours sont pas toujours concrets, eh bien, il m'avait quand même donné des lignes directrices pour la suite. Ok. Je me pose des questions par rapport aux médecins. Ouais. Comment tu fais pour les approcher, pour leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez
m'aider entre guillemets à sélectionner les produits pour moi. Comment est-ce qu'ils te voient déjà quand ils te voient arriver? Est-ce qu'ils t'accueillent à bras ouverts et disent c'est génial, je vais vous aider? Ou est-ce qu'ils sont un peu hésitants? Non, ils sont vraiment super, ils sont très sympas, ils sont très accueillants. Je pense que les médecins se battent tous les jours pour justement éviter tout ce qui est consommation de produits industriels, etc. Donc ça, il n'y a pas photo pour moi. Les médecins sont vraiment très ouverts. Après, ce sont souvent des gens occupés, donc il faut tomber sur les bons médecins, il faut avoir les bons contacts, et c'est un petit cercle, donc il faut réussir à rentrer dans ce petit cercle. Mais en général, ils prennent le temps. Ça ne les dérange pas du tout d'aller commencer à scanner les étiquettes, etc. Ils sont ravis d'avoir un outil utile et efficace après pour leurs patients aussi. Ils sont ravis aussi d'avoir un site sur lequel ils peuvent renseigner des produits que leurs patients peuvent trouver nulle part ailleurs. Donc, et le système d'abonnement aussi les intéresse particulièrement parce que y a rien à faire. Dire à son patient il faut que vous mangiez plus sainement, prenez des compléments alimentaires, etc. C'est un coût pour le patient. Et le patient, forcément, s'il paye 25% au moins, il y a plus de chances qu'il le fasse s'il a les moyens un peu moins élevés. Et surtout, c'est facile pour lui parce que, bon, il doit changer ses habitudes alimentaires, mais c'est aussi ses habitudes de consommation parce que l'endroit où il va acheter ses aliments est différent. Donc, tu as un système de livraison qui est apparemment hyper efficace, parce que si je commande le lundi, je suis livré le lendemain. Donc ça aussi, ça facilite la transition vers une meilleure alimentation. Oui, non, c'est sûr. Et le gros avantage sur Casidomi, c'est que on a toujours dit on peut faire ses courses les yeux fermés. Donc en fait, un patient, il n'est pas tenté. Imagine un diabétique qui ne peut pas manger de sucre ou qui peut pas, il peut pas être tenté par des crasses, etc. Au supermarché, quand il arrive à la caisse, il n'y a que ça. Sur Casidomi, non, il y a déjà une présélection qui est faite. Et s'il ne peut pas sucré, etc., il coche le filtre sans sucre, il a accès à des produits qui lui correspondent. Et il a des recommandations aussi, j'imagine? Il n'a pas de recommandations, non, justement, parce qu'on veut laisser le choix vraiment aux gens, et on n'a pas envie d'aller sur la page de finalisation de la commande, proposer aux gens allez justement consommer tel ou tel produit pour lesquels on fait une super marge, et en fait on vous fait croire que c'est un produit qui est susceptible de vous intéresser, mais c'est plus parce que c'est intéressant pour nous, et c'est comme ça que ça fonctionne dans les commerces. Donc nous, on a vraiment décidé d'être transparent avec nos consommateurs, et après forcément l'aspect pratique d'être livré le lendemain sans devoir se déplacer. Mais ça, au niveau logistique, justement, comment ça se passe? Parce que c'est des produits qui sont pas hyper facilement trouvables, entre guillemets. Donc comment c'est possible de se faire livrer le lendemain? Alors, en général, quand tu ouvres tes placards et que tu vois rien dedans, tu vas faire les courses le jour même et tu veux tes produits rapidement. Eh bien, nos clients, c'est pareil. Quand ils arrivent sur le site, ils veulent se faire livrer rapidement. Donc, en fait, on est obligé d'avoir tous les produits en stock. Donc là, on a 1200 références qu'on a en stock, en 10 à 50 exemplaires en fonction des références, voire parfois plus. Ce qui nous permet en fait de traiter les commandes le jour même et de les expédier le jour même. Donc Bipost se charge des livraisons, ça on a sous-traité tout l'aspect livraison à Bipost. J'ai oublié ma question. Sur le plan de l'alimentation, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux écoles. D'un côté, il y a des produits qui sont meilleurs en qualité. Et de l'autre, j'ai l'impression que c'est de plus en plus industriel, et tu vois par exemple ce qui se passe avec Monsanto, etc. Comment ça se fait qu'on a deux extrêmes comme ça, d'après toi? Je pense qu'il y a énormément de grosses marques qui se rendent compte qu'il y a une tendance, que les gens font plus attention, etc. Regarde Danone, qui est une énorme marque, ou Nestlé même. Ce sont des grosses marques. Elles se rendent compte qu'il y a un souci et que les gens veulent manger plus sainement, et donc elles sont obligées d'aller trafiquer leurs recettes actuelles et d'aller faire des produits light ou marketer santé, et ça c'est les produits santé entre guillemets, qui ne sont pas réellement de grosse consommation, et c'est des gros groupes qui les fabriquent, parce que produire des produits sains, c'est souvent des produits qui sont sans mauvais conservateurs, c'est fait souvent par des entreprises un peu plus traditionnelles, plus petites, etc., et qui ne produisent pas à des échelles énormes pour des durées de 2, 3, 4, 5 ans parfois, parce que justement il n'y a pas de mauvais conservateurs, etc. Donc
Donc en fait, il y a une tendance actuellement vers des produits de plus en plus naturels et de moins en moins transformés. Ce qui n'était pas le cas avant. On était vraiment à un pic de consommation de produits super industrialisés. Et là maintenant, il y a un shift qui se fait pour la grande industrie vers des produits super industrialisés mais santé. Et forcément, il y en a plein qui tombent dans le panneau parce qu'il suffit que le packaging soit vert avec des petites feuilles. Superfood. Et ce soit écrit plein de superfood ou sans gluten dessus, ou même bio. Et les gens se disent directement, ah, mais ça veut dire que c'est sain, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Donc il faut vraiment faire encore attention et pas tomber dans le panneau. Okay. Au plus la liste des ingrédients est courte, au mieux c'est, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut apprendre aux gens à regarder les listes d'ingrédients. En général, si tu comprends pas ce que c'est, en général, c'est que c'est pas super bon, quoi. Enfin, je sais plus qui c'est qui m'a dit, c'est un ami qui m'a dit, voilà, si ton arrière-grand-mère regarde la liste d'ingrédients et ne sait pas ce que c'est, c'est qu'il faut pas le consommer en général. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça que sur Casidomi, on essaie vraiment de simplifier ça. On est super transparent sur les descriptions des produits, les listes des ingrédients, les filtres. Donc chaque produit, c'est vraiment indiqué sans gluten, sans bio, sans sucre, sans blablabla. Enfin, toute la liste pour vraiment faciliter le processus d'achat, parce que je peux te dire que ta grand-mère, lire même tes grands-parents, ou parfois même tes parents, ou parfois même nous, c'est pas toujours facile d'aller lire une liste d'ingrédients. Et comme tu dis, parfois il faut avoir son smartphone pour aller chercher qu'est-ce que c'est le E157, quoi. Donc, tu as parlé du feedback des clients. Comment tu fais pour distinguer le bon feedback du mauvais feedback, entre guillemets? Comment tu te dis, tiens, celui-là, son avis compte, je vais le prendre et l'utiliser pour améliorer mon produit. Lui, il me dit quelque chose, mais je vais pas le prendre en compte. En général, l'A/B testing marche très bien pour ça. Si tu prends le feedback de 2 personnes différentes, que tu l'appliques et que tu fais 2 prototypes différents, puis que tu le montres à 10 clients, eh bien, tu verras vite quelle est la bonne idée et quelle est l'idée qui ne fonctionne pas, quoi. Donc, après, il y en a qui cherchent aussi des remarques juste pour chercher des remarques. Donc ça, il faut pas toujours en tenir compte. Donc, il y a aussi un aspect feeling, quoi. Tu connais aussi mieux ton business que tes clients. Et si tu as un feedback négatif, en général, tu le sais. Moi, c'est arrivé très peu de fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit ça marchera jamais. Non, mais ça, c'est même plus du feedback, tu vois. C'est un avis négatif clair et défini, quoi. Mais non, en général, les gens qui prennent le temps d'envoyer un mail ou d'appeler pour donner un conseil ou quoi, c'est des gens qui ont vraiment des bons points, quoi. Et donc, en général, dès que c'est des bons points, nous, on essaie vraiment de les appliquer. Parfois, on fait machine arrière parce que c'était pas une bonne idée, en fait, mais au moins, on l'a essayé, quoi. Oui, c'est ça, t'es en mode start-up, donc t'es beaucoup plus agile. Tu peux te permettre de tester des choses, voir si ça marche. Oui, on peut le tester très, très rapidement aussi, ce qui n'est pas le cas. Je peux dire que si tu dois faire un changement sur le site, je sais pas moi, sur le site e-commerce d'une énorme boîte, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus pour que le changement soit fait. Nous, dans la semaine, on peut tester si une nouvelle fonctionnalité marche ou pas, parce que on est super flexible, on est une petite équipe aussi, donc il ne faut pas que ça gravisse 500 échelons avant d'arriver à la bonne personne. Tu as une petite équipe. Comment tu fais comment se passe ton processus de recrutement? Et comment tu sais, tiens, cette personne-là, je la prends dans mon équipe, je sais qu'elle va faire du bon boulot et je sais que ça va matcher. Et comment est-ce que tu fais la distinction entre une personne avec qui tu sais que ça a marché et une personne avec qui ça ne marchera pas? C'est super dur. Moi, être un bon manager ou être un bon RH, c'était pas du tout quelque chose. C'est pas une chose à laquelle tu penses quand tu lances ta boîte. Et en fait, une fois que tu es dedans et que tu te retrouves à devoir embaucher des gens, que tu te retrouves à devoir évaluer ou fixer des objectifs, etc., c'est super dur parce que tu es face à des humains, tu n'es pas face à un ordinateur ou tu n'es pas face à quelque chose de modulable. Et donc, tu as des émotions dont tu dois tenir compte, tu as des déshydratats qui sont différents en fonction d'une personne ou d'une autre. Donc, c'est un super gros challenge. Moi, à l'heure actuelle, je peux pas encore me dire je suis une bonne manager parce que j'apprends encore beaucoup. J'ai pas la recette magique pour employer correctement. J'ai fait mes erreurs moi-même au niveau du process de recrutement, etc. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai appris et que je sais maintenant ce qui est très très important et ce dans quoi il faut pas tomber. Donc typiquement, une des choses qui est super importante quand tu recherches un profil, c'est de définir très clairement ton rôle. Et une fois que tu as défini le rôle de la personne que tu recherches, tu peux beaucoup
plus facilement tester ses compétences et voir si la personne te convient ou pas. Mais arriver sur le marché de l'emploi et dire il me faut quelqu'un pour vaguement, je sais pas, mieux développer Casidomi, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de tâche, tu peux pas tester des compétences. Tu peux dire ah oui, il faut que la personne soit dynamique, énergique, entrepreneuse, motivée, et je veux qu'elle sache gérer Excel, PowerPoint et deux, trois autres logiciels. Ça ne veut rien dire, tu vois. N'importe qui peut aller te raconter ça. Donc tu dois vraiment tester des compétences importantes et tu dois vraiment définir très, très clairement les tâches à réaliser. Et une fois que tu auras bien défini les tâches à réaliser, tu testes chacune des compétences de la personne. Quoi. Mais donc, définir un rôle, c'est vraiment dur. Enfin, moi, je ne le faisais pas correctement au début. Et j'ai clairement appris, donc je le fais mieux qu'avant. Et après, il y a tout l'aspect post-embauche qui a trait en fait à tout ce qui est évaluation des performances, mise en place d'objectifs et tout ça. Donc nous on fait régulièrement des séances de feedback. D'une part pour me faire challenger moi, et je demande voilà, qu'est-ce que tu as pensé de mon travail cette semaine, de mon comportement, etc. Parce que je suis aussi là pour apprendre, mais aussi, et après moi c'est l'occasion d'aller faire des petites remarques, proposer d'éventuelles pistes de réflexion, etc. Donc ça doit vraiment pas être évident de recruter quelqu'un. Déjà parce que tu dois savoir ce que la personne doit faire, donc tu dois avoir un petit peu touché au métier. Au niveau de l'ego, c'est pas évident parce que tu dois recruter quelqu'un qui est meilleur que toi. Et ensuite, je pense que ce qui est difficile, c'est que comme c'est ton projet, toi tu es prêt à travailler, je sais pas, 10 heures par jour dessus, mais tu peux pas demander ça à un employé. Donc c'est hyper compliqué, je pense. Ça c'est sûr que il faut le comprendre. Moi, je demande pas à mes employés, ils le savent. Je demande pas de rester jusqu'à ce que quand moi je pars, parce que je sais qu'ils n'ont pas les mêmes incentives que moi. Il n'y a pas photo. Et moi, si un jour je dois travailler un dimanche, je vais jamais dire je veux récupérer mon jour le mardi parce que j'ai travaillé dimanche. Un employé, forcément, c'est pas la même vision des choses. Donc non, il faut s'adapter, il faut le comprendre, il faut être ouvert. Et t'apprends petit à petit, parce qu'au début, toi, tu penses que, entre guillemets, tout le monde va avoir les mêmes incentives que toi et la même volonté, etc. Et puis tu réalises petit à petit que les demandes ne sont pas les mêmes, que les raisons ne sont pas toujours aussi forcément identiques, qu'il y a certaines choses importent plus à certains employés qu'à d'autres. Il y a certains qui vont accorder une grande importance à un salaire et à des avantages, et d'autres beaucoup plus au contenu, quitte à avoir un salaire moindre. Donc voilà, il faut pouvoir jongler avec c'est ça qui est dur, tu dois jongler avec les différents souhaits, les différentes personnalités et tout ça des personnes. On arrive, il nous reste 3 minutes. Très rapidement, tu as parlé des erreurs. Comment tu réagis quand tu te dis tiens, je me suis planté? C'est quoi comment tu processes le truc? Comment tu réagis? Comment est-ce que tu dis ok, je vais en tirer tel enseignement? Est-ce que tu as toujours réfléchi comme ça par rapport aux échecs? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Actuellement, quand je fais une erreur, je reste très calme en fait, parce que ça sert à rien de s'énerver. Je pense qu'un gros défaut, c'est vraiment de s'énerver, parce que tu es beaucoup moins lucide pour résoudre justement cette erreur, alors que maintenant, je suis beaucoup plus calme et sereine, et je me dis toujours je vais trouver une solution. Et je sais qu'il y a déjà des employés qui me l'ont dit, je sais pas comment tu fais, il y a ton site qui ne fonctionne pas, tu es en train de perdre plusieurs commandes, etc. Et tu arrives à être calme, à passer des coups de fil calme, à être devant ton ordi à solutionner le problème, sereine, etc. Parce que ça sert à rien de s'énerver. En fait, au début, tu le fais, etc. Parce que tu es paniqué, tu sais pas comment gérer. Et petit à petit, en fait, voilà, tu arrives à comprendre comment mieux solutionner les problèmes. Et en fait, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Donc, j'ai commis beaucoup d'erreurs au début. Mais je les fais plus maintenant. Et maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe qui fait l'erreur que j'ai faite au début, je sais la résoudre. Donc c'est en faisant des erreurs que tu apprends aussi, tu vois. Donc non, je pense que c'est comme ça que tu évolues. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je pense que c'est pas pour rien que cette phrase est assez connue. Donc je pense qu'il faut juste
réussir à trouver une solution. Il y a des solutions à tout, quoi. Même si t'en as, parfois c'est des solutions qui font pas toujours plaisir, bah, il y a toujours une solution. Et alors, dernière question, pour clôturer. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui veut se lancer, qui sort tout juste des études? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? N'aie pas peur, parce que je pense que c'est un gros défaut qu'ont les gens de manière générale, pas juste les étudiants, mais c'est j'ai peur. J'ai peur de me planter, j'ai peur de l'image que je vais avoir, j'ai peur de perdre mon salaire, j'ai peur de me disputer avec ma femme. Enfin, les gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que y a rien à faire, c'est dur, c'est une épreuve. C'est pas juste, c'est magnifique aussi l'entrepreneuriat, il faut être passionné et c'est une super belle aventure, mais c'est pas facile, quoi. Tu dois travailler, tu dois avoir les nerfs. Il y aura des jours qui vont être moins beaux que d'autres, ça y a pas photo. Mais donc il faut pas avoir peur parce qu'au final l'expérience est incroyable et c'est pas grave, même si on se plante, il y a aucun souci, quoi. Surtout quand on est jeune, les erreurs sont encore plus facilement, je dirais, pas pardonnées, mais effacées et on a beaucoup moins à perdre quand on est jeune que quand on est beaucoup plus âgé. Donc je dirais n'aie pas peur et parle-en un maximum autour de toi et tente le coup quitte à te planter et à réaliser 2-3 mois plus tard que en fait c'était pas la bonne idée ou que en fait tu te vois très bien confortablement assis dans une grosse boîte en tant qu'employé, mais au moins tu auras essayé et tu sauras, quoi. Ok. Où est-ce qu'on renvoie les gens s'ils veulent commander sur Casidomi, où est-ce qu'ils vous trouvent? Alors c'est super facile, ils vont sur casidomi.com, donc kazidomi.com. Ok, super, merci Emna. Avec plaisir.